En économie, le coefficient de Gini mesure l'inégalité des revenus dans un pays. Le chiffre 0 représentant une égalité parfaite, le chiffre 1 représentant une inégalité absolue. Celui du Brésil était de 0,519 en 2012, plutôt en bas de classement. Celui de la France, par exemple, s'élève à 0,306, et quand ceux des démocraties scandinaves, réputées pour leur société égalitaire, comme le Danemark ou la Finlande, est de 0,269. Ce constat, que l'on perçoit très vite en arrivant au Brésil, n'est donc un secret pour personne. La société brésilienne est extrêmement inégalitaire. Les plus pauvres vivent dans des bidonvilles, dans des conditions indignes d'un pays souhaitant faire son entrée dans le jeu des grandes nations mondiales. Alors même si la tendance est à l'amélioration avec les politiques sociales et redistributives débutées sous Lula et poursuivies par Dilma Rousseff, le pays devra encore fournir de gros efforts, notamment sur la question du logement social. Selon l'IPEA, un institut de statistique et de recherche économique brésilien, le déficit habitationnel du pays en 2012 s'élevait à 8,53%, un déficit à 85% urbain. Ceci explique la quantité impressionnante de quartiers pauvres, les favelas, qui entourent les zones périurbaines de Rio ou de São Paulo, pour ne citer que les deux métropoles les plus connues du Brésil. Il est donc urgent de construire des logements sociaux, en donnant priorité aux classes les plus défavorisées du pays. C'est ce que tente de faire le gouvernement fédéral depuis 2009 avec le plan Minha Casa Minha Vida. Si vous remplissez quelques critères, notamment de revenus, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente et devenir propriétaire d'un appartement. Le bus 390 roule en direction de Jacarepaguá, un quartier éloigné du centre de Rio. À l'intérieur, Dino et Elsa discutent de leur réunion du matin. Dino est cinéaste et tourne un documentaire sur le projet que mène Elsa, une architecte française installée depuis 3 ans à Rio. Son agence travaille sur plusieurs projets de logements sociaux. Cette branche de Minha Casa Minha Vida s'appelle Entidade. Ce projet est à l'initiative d'entités non gouvernementales comme le milieu associatif ou syndical. Sa particularité, associer la communauté civile dans la lutte pour obtenir des terrains auprès du gouvernement fédéral en vue d'y construire les futurs logements. Alors que les bénéficiaires de logements sociaux classiques s'inscrivent sur une liste d'attente et reçoivent leur appartement prêt clé en main, les participants de ce projet sont associés au processus de recherche des terrains ainsi qu'à leurs revendications auprès des autorités. Après étude du dossier présenté, et en cas de réponse positive du gouvernement fédéral, des fonds sont débloqués et les futurs propriétaires participent à la gestion et l'accompagnement du chantier. Celui-ci a commencé il y a 4 ans et touche à sa fin. Il se nomme Esperança. Ici, chaque famille a dû consacrer près de 17 heures par semaine à la coopérative. Les tâches sont diverses, allant des travaux du chantier, à la cuisine collective, la crèche, les achats ou encore l'administration. Diego Veloso, dont la maison est déjà terminée, s'attelle aux finitions de la maison de sa sœur. Même si les retards du chantier et la charge de travail l'ont parfois épuisé, il a été séduit par l'aspect participatif du projet. Quand je suis arrivé à la coopérative, mon but était d'obtenir un logement pour y vivre seul. Mais entre-temps, j'ai fondé une famille. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet, c'est que nous ne restons pas seuls dans notre maison. On essaie d'avoir conscience que si nous avons réussi à conquérir notre maison, d'autres doivent aussi avoir ce droit. Et le côté positif de ce temps passé ensemble, c'est que l'on fait déjà connaissance avec nos futurs voisins. 70 familles devraient prochainement emménager ici. Elles devront par la suite reverser près de 10% de leurs revenus à l'État pendant 10 ans. Elsa retrouve ses collègues. La réunion de ce matin concerne 2 futurs projets. S'ils aboutissent, ils permettront à 190 nouvelles familles d'être propriétaires de leur maison. Pendant ce temps, le déjeuner est en préparation. Et les débats s'ouvrent par une mauvaise nouvelle. L'un des terrains revendiqués par le projet Esperança est en passe d'être utilisé à d'autres fins. A gente está com algumas informações, que eu não sei se é correto ou não, que dos terrenos provavelmente viraria uma praça, tá? E aí a gente entende que isso não é correto, até porque esse projeto, esse terreno, é uma reivindicação desde a época de Esperança 1,
né, que se tivesse passado os dois terrenos, provavelmente os dois estariam no mesmo patamar desse aqui, terminando agora a obra, e infelizmente com essa barganha aí de prefeitura, a gente não conseguiu avançar no Esperança 2, ou Nova Esperança. Au cours de la réunion, Elsa va expliquer aux futurs propriétaires leurs intentions concernant l'architecture des maisons et leur demander leurs avis. Conjointement, des décisions seront prises. Então, a gente fez esse estudo para saber se, dependendo do terreno, a gente consegue botar mais unidades quando é prédio ou quando é mais casa, porque entre casas tem menos espaço, entre dois prédios tem que deixar mais espaço, senão o sol não chega. Tentar trabalhar isso com vocês, o que vocês gostariam fora do apartamento de vocês, o que vocês gostariam de ter como espaço. Un autre aspect du travail d'Elsa et ses collègues se trouve dans le processus de conscientisation politique. Sans revendication appuyée de la part des familles, les chances d'obtention des terrains revendiqués s'en trouveront plus faibles. Reivindicação também, né, de vocês enquanto movimento estarem pressionando o poder público e tudo mais, né? Então tem discussão de projeto, mas é que ela vai abrir mais, não vai ser só para casa específico, mas vai abrir para a questão da cidade. Está buscando essa relação de movimento mesmo, né, de reivindicar as coisas. Ici, nous sommes sur une zone où les services publics sont peu présents. Donc les solutions ne se trouvent pas dans un seul projet, mais par une approche collective et en améliorant l'existence de chacun. Des revendications portées par 10 personnes ne donneront pas le même résultat que celles portées par 20 ou plus. Ici, par exemple, nous travaillons sur 2 projets, l'un pour 110 familles et le second pour 60 familles. Si nous avons presque 200 familles qui revendiquent ensemble, cela va être beaucoup plus important que 110 d'un côté et 60 de l'autre. Ici, les projets d'autogestion s'avèrent très difficiles. Ils ne sont pas bien vus par le gouvernement, car c'est une autre forme d'organisation de la société qui est mise en avant. Les personnes acquièrent une conscience politique qu'elles n'avaient pas auparavant, et parfois même, le vote politique peut changer après avoir participé sur un projet d'autogestion. Pour l'instant, Minha Casa Minha Vida Entidade ne représente qu'une part infime des budgets alloués par le gouvernement fédéral à la construction de logements sociaux, environ 1%. Car ce type de projet, avec les concertations et le dialogue social qu'il implique, étale la construction dans le temps. Mais les bénéfices sur le long terme quant aux conditions de vie des futurs propriétaires ne sont pas négligeables. Le programme Minha Casa Minha Vida a néanmoins souvent été critiqué. Selon certains architectes, il ne favorise pas la mixité sociale. En effet, les terrains loués par le gouvernement fédéral sont souvent excentrés, une manière de repousser un peu plus loin les classes les plus pauvres. Mais Elsa veut insister sur les différences entre Minha Casa Minha Vida et Minha Casa Minha Vida Entidade. Les projets de Minha Casa Minha Vida sont axés à la propriété. Et en fait, ce grand projet de logement social qui devait être Minha Casa Minha Vida, il a été lancé un peu prématurément au moment de la crise mondiale. Et ils ont lancé ce projet-là pour relancer la construction en fait et pour ne pas tomber dans la crise financière. Et du coup, le projet qui devait être un programme social est devenu un programme de construction et pour les entreprises. Donc, et la seule partie de ce programme-là qui restait, une partie ce programme social, est la Minha Casa Minha Vida Entidade, qui est une lutte des mouvements sociaux ici au Brésil, de pouvoir avoir un financement du gouvernement pour la production de logements sociaux avec la participation des habitants. Et nous, on est dans cette lutte ici pour les gens qui font partie de cette classe les plus pauvres, c'est-à-dire jusqu'à 3 salaires minimum. Donc en euros, ça serait à peu près jusqu'à entre 0 et 600 euros qu'ils gagnent par mois, par famille entière. Donc c'est des gens, ça dépend des projets ici, tout le monde travaille, mais on a des projets dans le nord du Brésil où ils ne gagnent rien, ils ont juste des petites aides de l'État parce qu'ils ont un enfant handicapé ou parce que voilà. Mais c'est des gens qui sont très vulnérables et
et qui ont une force, parce qu'ils pourraient s'inscrire dans des projets de Minha Casa Minha Vida, être dans la liste d'attente et attendre qu'on les appelle et puis avoir leur appartement. Mais c'est des gens qui ont choisi aussi ce chemin de se former des groupes et de former un quartier d'une autre manière. Ils ont une éducation politique, ils apprennent à s'organiser, à demander les choses, à réclamer leurs droits en fait, d'avoir un logement et d'être complètement intégrés à tout le processus du projet. Il y a des assistants sociaux qui travaillent avec eux, il y a des sociologues, des sciences sociaux, des architectes, urbanistes. Mais il y a beaucoup de gens qui tournent autour de ces projets-là justement pour offrir un peu cette éducation politique aussi à ces familles-là. Elsa et ses collègues attendent désormais la date de la prochaine réunion avec le SPU, l'organisme fédéral responsable de la répartition des terres, pour savoir si les terrains revendiqués leur seront accordés. Pour peut-être commencer la phase de construction et ainsi rendre 190 nouvelles familles propriétaires de leur logement.